Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, la comédienne que vous êtes a touché à tous les genres, du drame à la comédie. Vous êtes une femme inclassable, mais qui ne manque ni de classe ni de travail. Vous le démontrez en étant en même temps à l'affiche au cinéma et au théâtre. Bonjour Claire Nadeau. Bonjour Jacques Pessis. Eh bien, on vous retrouve en même temps dans un film Juste Ciel qui sort cette semaine, au Théâtre Marigny dans Joyeuse Pâques, et tout ça au milieu d'un parcours incroyable, parce que quand on reprend votre filmographie ou vos pièces de théâtre, vous n'avez pas arrêté de travailler depuis des années. Oui, moi j'ai pas cette impression-là, mais probablement sur la durée, oui c'est vrai. Ça a commencé tôt et ça continue. Voilà, alors on va évoquer justement ce parcours à travers des dates clés, et la première que j'ai trouvée, c'est le 21 novembre 1964. Ce sont vos débuts au théâtre dans l'Orenzaccio d'Alfred de Musset au théâtre Sarah Bernard. Oui, absolument. Première fois que je mettais les pieds sur scène, c'était une mise en scène de Raymond Rouleau. Exactement. Et c'était magique. Voilà. Et c'est un drame en 5 actes, et cette pièce avait été suggérée à Alfred de Musset par Georges Sand. Elle a été montée après sa mort avec Sarah Bernard. Ah oui. Et vous étiez une jeune première, je crois, dans cette pièce. Oui, très jeune première. Je faisais, je sais plus. Enfin, je levais le rideau en tout cas. Voilà. On m'enlevait. C'était une tragédie pour moi. Hein. Mais après, je revenais plus. Enfin, si, en figuration. Voilà. Et Raymond Rouleau, d'ailleurs, était un metteur en scène très célèbre à l'époque, oui, qui a une particularité. Il a été le premier à servir au cinéma les dialogues de Michel Audiard dans 2 films qui étaient Mission à Tanger et Méfiez-vous des blondes. Ah bon, ouais. Ah tiens, oui, il était étonnant. Hein. Alors, c'était un metteur en scène d'une rigueur absolue, et vous avez appris finalement beaucoup de choses en travaillant dans cette pièce. Ben, j'ai appris que c'était un métier qui était plutôt fatigant. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que c'était un bourreau de travail, on répétait, et c'est la première fois de ma vie que j'ai compris ce que ça voulait dire être sous de fatigue. Ah oui? C'est-à-dire de ne plus arriver à tenir debout. Oui, alors, il faut savoir, Claire Nadeau, que votre famille n'a rien à voir avec le théâtre. C'est un milieu intellectuel littéraire, je crois. Oui, exactement, oui. Mon père était d'abord critique littéraire, oui, et puis ensuite directeur de revue, puis éditeur. Voilà. Et votre père, on va entendre sa voix parce que c'est un personnage hors du commun. Leur papa était 68 ans. Mais entre cette période, les années 50, c'était... Maurice Nadeau, qui a quand même été un éditeur et qui a découvert, entre autres, René Char, Jean Genet et un certain Michel Houellebecq. Oui. Oui, il a fait pas mal de découvertes, oui. Mais il a publié le premier livre de Michel Houellebecq. Oui. Je ne sais pas si vous êtes témoin de cette découverte, si vous étiez jeune. À l'époque, oui, je m'en souviens très bien. Il dit, il y a un bouquin, un type qui m'a l'air très intéressant, extension du domaine de la lutte. En plus, il aimait beaucoup le titre. Et oui. Après, bon, l'autre a suivi des chemins plus comment dire, plus tortueux, oui. Non, pas tortueux, justement. Il est plus médiatique. Voilà. Alors, effectivement, vous avez grandi dans le monde littéraire entouré de personnages mythiques, parce qu'à la maison, il y avait aussi bien, effectivement, des romanciers que Jean-Paul Sartre, que beaucoup d'autres. Alors, Jean-Paul Sartre, je me rappelle pas l'avoir vu à la maison. Enfin, je veux dire que c'était assez familier comme nom. Oui. Mais je sais que Marguerite Duras passait, Henri Miller, quand il était de passage en France, était toujours à la maison. Enfin bon, voilà, des gens... Mais c'était un éditeur à l'ancienne, votre père. Moi, je l'ai interviewé une fois, parce que ça s'appelait, je crois, les Lettres françaises. Non, les Lettres françaises, c'était le truc de Aragon. Oui. Lui, c'était les Lettres nouvelles. Les Lettres nouvelles, voilà. Oui. Et c'est vrai que c'était un éditeur qui cherchait sans arrêt des auteurs, ce qui est assez rare. C'est ça, il cherchait, puis surtout on lui en apportait, parce qu'à force, avec sa réputation, les gens venaient spontanément vers lui, quoi. Ouais. Et votre frère, je crois, Gilles, a repris le flambeau. Voilà, il a repris les éditions Maurice Nadeau. Voilà. Et votre frère, je crois, a été réalisateur de télévision. Oui, il était documentaliste, il a fait énormément d'émissions, de portraits d'acteurs, d'actrices, de metteurs en scène, voilà. Oui. Notamment pour une émission Boîte aux lettres de Jérôme Garcin dans les années 80. Ah oui, c'est bien possible, oui. Et vous, votre découverte je crois, du théâtre, du cinéma, c'est la Cinémathèque, Claire Nadeau. Ah oui, complètement. Ah oui, vous savez tout de ma vie. Oui. Mais j'habitais à l'époque à côté du Panthéon, et la Cinémathèque de l'époque était rue d'Ulm. Donc j'y allais tous
les jours. J'avais 12 ans, c'était à côté. J'y passais ma vie. Ouais. Et c'était Henri Langlois qui s'occupait de tout ça à l'époque. Henri Langlois qu'on a jeté un jour alors qu'il a sauvé quand même 60 000 films en 30 ans. Oui, Ça, oui. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, Henri. Non, je ne l'ai pas croisé, moi. Personnage aussi très particulier, un aventurier du cinéma. Et comment vous avez découvert le cinéma, le théâtre, cette passion, Claire Nadeau? Comme ça, oui. Les films, c'est à la Cinémathèque. Le théâtre, ça avait été... j'avais vu une pièce qui n'était pas exaltante pour un enfant, hein, même pour une adolescente. Ça s'appelait Biederman et les incendiaires. C'était une pièce de Max Frisch qui jouait au petit théâtre de Lutèce qui n'existe plus. Oui. C'est devenu un supermarché. Et il y avait eu une odeur dans cette salle qui venait des coulisses et qui m'avait subjugué. Donc je me dis, mais là, c'est là que je veux être. Moi. Ouais, c'est vous y êtes comédienne. Oui. Et puis, il y a eu le lycée Montaigne, mais je crois que ça ne s'est pas très bien passé. Bon, Jean Renoir et René Clair sont d'anciens élèves, cinéma aussi. Mais vous, je crois que vous avez été viré... Non, je peux été viré. Vous avez échoué au bac. Oui, voilà. Oui, mais parce que j'avais des trucs plus intéressants à faire, il faisait beau, voilà. Et au départ, votre but, c'est de faire l'IDEC, je crois. Oui. J'ai voulu passer le concours d'entrée à l'IDEC et je l'ai raté. C'était pour être metteur en scène? Oui, parce que je n'osais pas avouer que je voulais être comédienne, je trouvais ça un petit peu midinette. Oui, et votre père, qui était un littéraire, il acceptait que sa fille soit comédienne? Ce qu'il acceptait surtout, c'est que sa fille soit heureuse de faire quelque chose. Voilà. Alors, je crois que vos études de théâtre, c'est au cours Charles Dulin. Oui. J'ai commencé au cours Dulin qui se trouvait dans les locaux du TNP à l'époque. Après, je suis allé au cours Périmonie, puis au conservatoire. Et là, vous aviez trouvé votre vocation? Oui, j'étais pas sûr vraiment parce que j'ai joué des pièces un peu sérieuses, des jeunes premières. J'étais grande, j'étais maigre, on me donnait des jeunes premières dramatiques. Je m'ennuyais un petit peu. Et puis un jour, j'ai rencontré des gens qui s'ennuyaient pas. Et ça vous a changé la vie. Oui. Et vous parlez de cette époque en disant que c'est une expérience terrible en raison de votre grande timidité. Oui, de toute façon, oui, maintenant, ça s'arrange un petit peu, mais c'est le fond de mon caractère, c'est vraiment, oui, la timidité, l'introversion, évidemment, quand on va pas très bien, on choisit l'inverse en thérapie, on fait le contraire, quoi. Voilà. Et le théâtre vous a permis le théâtre, oui, quand je suis sur scène, moi, je n'ai aucune timidité. Quand j'en sors... C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Et ça, déjà au conservatoire, vous avez perdu cette timidité ou ça a été très difficile? C'était plus compliqué, mais bon, on s'y fait. Alors, vous avez quand même joué dans des classiques. Vous avez fait Chaillot, le TNP, Avignon, vous avez joué Euripide. C'est pas mal pour un début. Oui, c'est bien. Oui, ça ouvre des grands horizons. Oui, j'ai adoré ça, moi. J'ai joué donc à Chaillot, la grande salle du TNP. J'ai joué dans la cour d'honneur au Palais des Papes pendant 2 ans de suite, tellement les Troyennes, qui était cette pièce que je jouais. Euripide adapté par Sartre, c'était pas dégoûtant, et mis en scène par Kakoyannis, qui était un metteur en scène grec qui venait de faire un énorme succès au cinéma. Et voilà, c'était bien. C'était l'époque de Jean Vilar encore? Non, moi c'était Wilson. George Wilson. Oui. Ouais. En revanche, à Avignon, c'était encore Vilar. Oui. Ouais. Et là, c'était un personnage, Vilar. Oui. Et on sentait qu'il vivait que pour le théâtre. Ça, je sais pas. J'ai jamais discuté vraiment avec lui, mais oui. De notoriété publique, c'était sa passion. Donc, à l'époque, votre destinée, c'était le classique, Claire Nadeau. Complètement, oui. C'était le classique et... C'était pas ce qui me passionnait le plus, mais enfin bon, c'était comme ça, voilà. Alors, il y a eu un premier changement avec un feuilleton dont voici le générique et que vous allez sans doute reconnaître. Les compagnons de bal. Ouais. Vous avez tourné dans ce feuilleton, vous êtes la tête d'affiche féminine, qui est un feuilleton qui a en plus eu droit au carré blanc, parce qu'à l'époque, on croyait que ça ferait peur aux enfants, une sorte d'une société secrète. Oui, voilà, compagnons de bal, oui, c'était des très méchants, et moi j'étais une jeune journaliste qui enquêtait avec beaucoup de dangers sur ma tête, sur cette secte démoniaque. Voilà, mais à l'époque, ça paraissait terrifiant, aujourd'hui, ce serait banal. Aujourd'hui, ça ferait rigoler. Enfin bon. Comment vous étiez arrivé dans ce feuilleton alors que vous faisiez... Je jouais au théâtre et puis ils cherchaient une jeune première et donc ils étaient, je sais plus, je crois que c'était Jeanne Vita qui était à l'époque une grande script de cinéma qui était venue, qui m'avait vu sur scène et qui
qui avait parlé de moi à Pierre Prévert, et voilà. Oui, car c'est Pierre Prévert, le frère Ouais. de Jacques Prévert, Mhm. qui a réalisé ce feuilleton. Oui. Et c'est vrai que vous avez connu Prévert, les frères Prévert? Non, Pierre seulement, mais Jacques, je crois qu'il était déjà mort. Oui. me semble-t-il. Non, il est mort en 77. Donc Ah bah carrément pas mort du tout, Ouais, alors. ouais. Très très vivant. Non, mais non, je l'ai pas rencontré. Non. Et Pierre Prévert avait à l'époque un cabaret qui s'appelait La Fontaine des Quatre Saisons. Oui. Et je ne sais pas si vous y alliez, si vous traîniez là-bas. Non. Et finalement, faire un feuilleton au départ après du classique, ça vous a donné envie de penser à autre chose, d'aller vers autre chose? Non, mais je découvrais que le métier de comédienne, c'était sur scène, c'était devant une caméra, c'était dans plein d'endroits où on pouvait le faire, en fait. Et donc, moi, j'aimais bien tout. À l'époque, c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui. Il y avait moins de monde ou... Il y avait moins de monde, mais il y avait moins de possibilités de travailler aussi. Oui. Donc, c'est vrai qu'on dit maintenant c'est une telle compétition, mais il y a tellement de possibilités. Il y a des feuilletons, il y a des séries qui se tournent par dizaines, il y a des émissions. Enfin bon, non, je sais pas si c'était plus facile, je me rends pas compte. Mais en tout cas, vous avez fait d'autres choses bien plus tard. Et il y a une autre date importante dans votre carrière, c'est le 8 octobre 1982. On en parle tout de suite, ou plutôt dans quelques instants, avec Claire Nadeau sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claire Nadeau. Nous parlerons tout à l'heure de vos deux actualités, le cinéma avec Juste Ciel et le théâtre avec Joyeuse Pâques de Jean Poiret que vous reprenez à Marigny. Et là, il y a une date qui vous intrigue, le 8 octobre 1982. Je suis sûr que ce générique va vous dire quelque chose. Actualité Coco Boy. Eh oui, Coco Boy de Stéphane Collaro. Et c'est vrai, vos débuts à la télévision dans un genre tout à fait différent des Troyennes. Oui, tout à fait différent, mais ça m'intrigue parce que il me semble que que ça avait commencé avant sous un autre nom, c'était Oui. Collaro Show. Collaro Show. Voilà. Mais il y a le Coco Boy, vraiment, où vous créez vos personnages. Comment êtes-vous arrivé dans cette émission? Pareil, j'étais sur scène. Là, j'étais au café-théâtre dans une pièce de Philippe Bruno qui s'appelait Elle voit des nains partout. Oui. On était dans un café-théâtre et Collaro apparemment cherchait à faire une équipe. Et donc, c'était assez éclectique. Il allait voir tout le monde. Et puis là, il a dit, tiens, ces deux-là, Philippe Bruno et moi, ils ont l'air rigolos, prenons-les. Voilà, c'est comme ça. Vous ne pensiez pas aller vers le rigolo à cette époque-là? Ah si. Ça vous tentait? Bah, sur scène, Elle voit des nains partout, c'était... Oui, mais ça change de Ripide et des Troyennes. Complètement, mais entre-temps, j'avais quand même été On va en parler. au café-théâtre, enfin bon, voilà. Alors, il trouve que Collaro a eu cette idée. Au départ, on lui demandait de faire un Playboy à la télévision. Ça l'intéressait pas du tout. Ça Non. jouait et il a fait une parodie. Pas seulement. Voilà, une parodie de Playboy qui était Oui. le Collaro Show. Et Collaro a été journaliste sportif et ça s'est mal terminé parce que un jour, il commente les 24 heures du Mans. Il a bien déjeuné avant. Il arrive, il regarde pas la course, il fait le commentaire d'une voiture qui avait abandonné 2 heures plus tôt. Ça a pas beaucoup plu à la direction de la C'est chaîne. bizarre. C'est curieux. Oh, ils sont tatillons. Alors, vous créez des personnages qui vont vraiment faire votre légende. Madame Folding et puis une parodie, Marie-Hélène d'Ambry contre Robert. Oui, c'est une parodie de Dallas. Voilà. Oui. Et comment se sont nés ces personnages? Madame Folding, ça a été un personnage incroyable. Mais, oui, c'était tout à fait. Bah, c'est comme très souvent les choses, hein, c'est par hasard. Ils avaient besoin de petits intermèdes avec des blagues comme ça. Puis bon, on a essayé plusieurs versions. Ça fonctionnait pas vraiment. Jusqu'au jour où j'ai mis un espèce de tailleur un peu chic et des chapeaux qui n'allaient pas avec. Et du coup, on racontait des blagues avec le docteur. Ils étaient aussi cinglés l'un que l'autre. Voilà. Et ça a marché, ça a changé votre vie du jour au lendemain. Non. Dans votre vie, on vous a reconnu dans la rue, on vous a salué, non, même pas. Oui, ça c'était bizarre. C'est-à-dire. Bah, enfin, ouais, Madame Folding, bah non, c'est pas moi non, dans la rue non. Donc oui, ça change. Bon, ça change pas vraiment la vie. Ça la transforme un peu quoi. Et Brie contre Robert, ça aussi. Brie contre Robert, ça c'était assez rigolo aussi parce que on était très fan de Dallas, le vrai feuilleton. Oui. Et donc j'avais un bel exemple sous les yeux que je pouvais imiter. Avec bonheur. Voilà. Et c'était Marie-Hélène qui était un des personnages de Dallas qui ressemblait au personnage de Dallas. Ben oui, Marie-Hélène, dans Dallas, je sais plus comment elle s'appelait, mais elle buvait beaucoup, alors c'était facile à imiter. C'était Sue Hélène dans Dallas. Sue Hélène, voilà, exactement. Alors, Sue, ça tombe bien, parce qu'elle buvait exactement. beaucoup. Et il faut savoir que Larry Hagman a dit un jour qu'il était très alcoolique. Et il est devenu alcoolique parce que le tournage de la série de Dallas l'ennuyait profondément. Ah oui. Et il buvait jusqu'à 5 bouteilles de champagne par jour.
Et il avait une telle tolérance qu'il n'a jamais manqué une seule prise. Oh là, oui, c'est un vrai alcoolique, quoi. Voilà. Alors, finalement, Colaro Show, Coco Boy, ça a été vraiment un succès historique de la télévision. Oui, ça a fonctionné. C'est arrivé juste après les émissions de Bouvard. Celle de Bouvard, oui. Enfin, ça s'est un petit peu chevauché et ça avait pris le contre-pied complet de Bouvard, qui était des choses simples, des sketch simple, tandis que nous, il y avait toujours des décors, des costumes, des choses historiques. Enfin bon, c'était le contre-pied, quoi. Et donc, ça a été une pipitinière de talent. Il y a eu vous, Philippe Bruno, Roland Magnal et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres, oui. Ça a duré 3 ans quand même. C'est-à-dire, moi, en tout, j'y suis resté pendant 9 ans. Oui, quand même. Oui, quand même, oui. Et à chaque fois, c'est un renouvellement de sketchs, de personnages. Oui, c'est ça. Il y en avait qui se prolongeaient, qui se perpétuaient. Et puis, il y avait... Mais comme le principe, c'était d'avoir des invités, chaque fois, ils écrivaient des sketchs différents. Donc, il fallait se fondre dans l'univers des invités, ou eux se fondre dans le nôtre. Et donc, c'était chaque fois différent, oui. Alors, vous êtes passé, Claire Nadeau, du TNP au Café de la Gare, car je crois que l'humour, ça a commencé au Café de la Gare avec Coluche. Exactement, ça s'appelait Le Vrai Chic Parisien, parce que lui, il venait de quitter le Café de la Gare pour monter son propre bastringue. Et donc, c'était, au Vrai Chic Parisien. Et on faisait des sketchs, et là, tout d'un coup, ah bon, on a le droit de faire rire. Ah oui, j'ai trouvé ça épatant. Comment vous êtes arrivé là-dedans ? Par hasard, encore une fois, ma vie est jonchée de hasard, bien heureux. C'était Colline Serrault qui jouait avec eux et qui devait partir à Avignon jouer un Shakespeare, qui m'a dit « Oh, je suis dans une bande de gens marrants, viens voir, je peux pas continuer, est-ce que tu voudrais pas me remplacer ?» Donc j'y suis allé et j'ai mis un short en satin, une perruque bouclée et hop. C'est parti. Et c'était parti. Coluche était totalement inconnu à l'époque. Il était connu... inconnu du grand public, oui, parce qu'il n'avait pas encore commencé ses sketchs. Mais dans le milieu du Café de la Gare et tout ça, il y avait quand même un gros public de jeunes. Oui, et son premier sketch, quand il est arrivé au Café de la Gare, que ça a été construit, il arrivait sur scène soi-disant en retard, et il expliquait qu'il avait eu une bagarre dans le métro, et il tapait sur ce pauvre Henri Guibet, qui prenait des coups tous les soirs devant un public ravi. Absolument. Et on se battait à l'entrée pour rentrer, oui. Et c'était Patrick Devers qui arrivait avec un tuyau d'arrosage et qui virait tous les spectateurs qui ne pouvaient pas rentrer. Ah bon, ça j'avais pas vu. Mais je sais qu'il y avait la roue il y avait une roue pour tirer le prix d'entrée. Il y en avait qui payaient pas, il y en avait qui payaient très cher, il y en avait... Enfin bon, les prix moyens, c'était rigolo. Ouais. Il y a eu aussi Thérèse est triste, Ginette Lacaze. Ça, c'était avec Coluche, oui. Voilà. Ouais. Ça aussi, c'est des spectacles mythiques. Parce que vous avez commencé avec Coluche, il vous a tout de suite adopté, Claire Nadeau. Ben oui, je sais pas, il m'aimait bien. Moi aussi. Voilà. Mais il avait déjà cette folie qu'on lui a connue ensuite, ou c'était... Ah oui, complètement. Oui. Il était déjà entièrement ce qu'il a montré après, quoi. Ouais. Mais bon, en même temps, vous sentiez qu'elle allait devenir une star qui pourrait réussir quelque chose. Ah oui, c'était flagrant, c'était évident, ouais. Mais c'était dur au départ, personne n'en voulait. Ah, ça, je sais pas. Ah, c'est-à-dire que Paul Ederman a eu du mal à le faire démarrer ensuite. Oui. Il faisait, des petits cabarets, il faisait des petits spectacles et tout ça, mais bon, quand on est drôle, là, ça marche. Et il y avait aussi, je crois, vous avez joué, Claire Nadeau, La Dame au slip rouge de Romain Bouteille. Oui. Qu'est-ce que c'était ça ? Ça, c'était, alors là, oui, je sais plus du tout ce que je faisais là-dedans, mais le titre m'avait beaucoup amusé. Et qu'est-ce que je faisais ? Une terroriste, enfin j'ai l'impression que je faisais péter une bombe, mais je sais plus très bien, franchement j'ai pas une mémoire formidable. Mais Romain Bouteille était un personnage hors du commun, c'est lui qui a créé, qui a fait de la Gare, c'est une sorte d'extraterrestre. Oui, formidable, très, très étonnant, très à côté, très intègre, voulant composer avec rien, enfin bon, il avait son chemin, et il voulait pas en dévier, mais il était très très drôle aussi. Oui, mais c'est lui qui a créé le Café de la Gare. Bien sûr. Coluche le considérait comme son maître, oui. Et il a fait de la radio au départ à RTL, et c'était une catastrophe parce qu'il commençait à parler quand le micro se fermait. Il était totalement à part. Oui. Et puis, donc, il y a eu des pièces mythiques que vous avez créées. Il y a eu d'abord Viens chez moi, j'habite chez une copine. Oui, une pièce de Louis Rego et Didier Caminca. Oui, là aussi, je suis arrivé par hasard, complètement. En remplacement. Je fais beaucoup de remplacements. Une des comédiennes, je sais pas, était prise, pouvait plus continuer. Donc, je sais pas par quel hasard je suis arrivé là. Et oui, c'était très rigolo. On a bien ri aussi. Oui. Là aussi, c'est des spectacles qui sont devenus mythiques. Oui. Grâce au cinéma.
Voilà. Oui. Oui. Et puis, il y a surtout, effectivement, Elle voit des nains partout, que vous avez joué avec Philippe Bruno Oui. pendant 4 ans, qui est devenu l'homme de votre vie. Ça a été vraiment une pièce déterminante pour vous. Oui, on s'était rencontrés déjà un bon moment avant, mais celle-là, oui, c'était une pièce en verre. Il avait beaucoup d'humour, c'était très drôle, et on l'a joué très longtemps cette pièce avec un succès qui ne s'est jamais démenti. C'était plein tout le temps, pendant des mois et des mois et des années même. 4 ans, je crois, ça a Oui, duré. oui. Entre la Cour des Miracles, la Gaîté Montparnasse et d'autres théâtres. Exactement. C'était une parodie de Blanche-Neige très particulière. C'était une féerie, ça s'appelait, le sous-titre c'était Féerie dégoûtante. Oui. Voilà. Donc, oui, je faisais Blanche-Neige, oui. Est-ce qu'on pourrait monter des spectacles de ce genre aujourd'hui sans avoir les réseaux sociaux sur le dos? Allez savoir, j'en sais rien. Non, mais tout le monde trouve toujours à redire sur tout, de toute façon. Donc, Voilà. Oui. Mais Elle voit des nains partout, ça a vraiment été pour vous quelque chose qui a été aussi déterminant. Oui, à peu près comme tout. Mais déterminant, oui. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé jouer ça. Ça m'a beaucoup amusé. Mais voilà. Après, ils en ont fait un film que je n'ai pas pu faire parce que j'étais enceinte. J'attendais ma fille. Mais c'était très marrant. Hein, oui. Et il y a eu d'autres choses pour montrer à quel point vous êtes diverses dans vos rôles. On va en parler avec une autre date, le 25 avril 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Claire Nadeau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Claire Nadeau. L'actualité, c'est Juste Ciel au cinéma demain. Et c'est également la Joyeuse Pâques reprise à Marigny. Et puis, votre parcours, alors il y a eu Euripide, il y a eu Les Troyennes, il y a eu Coluche. Et puis, il y a une date importante, c'est le 25 avril 2010. Ce soir-là, vous êtes à la Maison de la Culture de Créteil et vous recevez enfin un Molière pour le Molière de la comédienne dans un second rôle pour La Serva Amorosa de Goldoni. Oui, mis en scène par Christophe Lidon et avec ce délicieux Robert Hirsch, avec qui je me suis beaucoup amusé. Oui, c'est ça, j'ai eu un Molière. Vous vous en souvenez de ce soir-là? Oui, plus ou moins. Ça vous a ému d'avoir un Molière? Ça vous a plu? Oui, c'est plus agréable qu'un coup de pied aux fesses. Oui, c'est agréable. Mais j'ai failli pas y aller parce que comme ça faisait la 4e nomination et que bon, c'est plaisant, mais là à Créteil, je trouvais ça vraiment loin. Je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, et puis, je sais pas, des copains m'ont dit, oh, écoute, ça va, vas-y, quoi, t'es nommé, fais pas ta prétentieuse. Donc, j'y suis allé, puis, c'était moi. Mais c'était vraiment, je m'y attendais pas. Mais quand il faut monter sur scène ensuite et faire un discours. Ben, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'avais rien préparé, évidemment. Ben, j'ai cité tous les acteurs de la pièce. Alors, ça s'impatientait, il disait oui, bon, vous n'avez pas dit toi. Si, je vais dire tout le monde. Mais on est à la télé. Oui, ça fait rien, je vais le dire quand même. Et vous l'avez fait? Oui. Et c'est vrai que vous avez été nommé 3 fois. Avant ça, oui. Et c'est décevant quand on arrive et que... Non. Mais non, pas du tout. Parce que moi, je trouve ça déjà formidable d'être nommé. Alors, on voit ceux qui bon, quand on n'a pas la récompense au bout du truc, ils sont tout dépités, ils sont vexés, machin. Je vois pas, je dis, mais on est nommé, c'est déjà pas mal. Au milieu de toutes ces pièces et de tous ces acteurs, actrices, etc., on est remarqué. Exactement. Alors, il y a quand même eu des pièces, il y a eu Les Troyennes, il y a eu Coco Boy, et vous avez quand même fait dans des genres très différents, Mariage et conséquences, Le Jardin des apparences. Ce sont des pièces très différentes. Là, on n'est plus dans Coluche. Non. Mais justement, c'est ce qui, quand même, a des avantages de ce métier, c'est que on peut bouger, on peut aller voir, explorer explorer, comme si j'étais une exploratrice. Mais se fondre dans des mondes et des écritures différentes. Oui, mais en même temps, quand on a joué avec Collaro pendant des années, est-ce que les metteurs en scène de théâtre, comme on dit, vous prennent au sérieux et vous engagent? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais là encore, un heureux hasard. C'est Michel Larocque qui est venu me chercher juste au moment où je venais de dire à Collaro, tu sais, je crois que je suis fatigué maintenant. Fatigué de refaire un peu toujours les mêmes choses. J'ai l'impression que je n'arrive pas à me renouveler. Je vais arrêter l'émission. Bon, il était un peu surpris. Dans la même semaine, Michel Larocque m'appelle pour me dire est-ce que vous voudriez, vous voyez, j'ai une pièce à vous faire lire, est-ce que ça vous intéresserait? Et c'était La face cachée d'Orion, qui était pas du tout prévu et qu'on a joué pendant des mois. Voilà, c'était le retour au théâtre, totalement inattendu.
Et effectivement, quand on commence une pièce, on ne sait jamais si elle va marcher ou non. Et vous avez, en touchant du bois, toujours eu de la chance de ce côté-là. Ça a été des bonnes surprises. Pratiquement toujours, oui. Oui, oui. Est-ce que c'est votre choix? Est-ce que c'est le hasard? C'est le hasard? Oh, bah, y a des choses que j'ai refusées qui marchent très bien aussi. Hein. Oui. Mais je sais pas. Oui, je suis bien trompé, j'ai eu de la chance. Et il y a eu Mariage et conséquences aussi, qui a très bien marché. Ça, c'était une très jolie pièce de Alan Ayckbourn, qui est un auteur que j'adore, un auteur anglais, Oui. et qu'on avait co-adapté avec Catherine Allary, qui l'a mise en scène après. Et oui, qui était une pièce comme les Anglais savent faire, et surtout lui, c'est-à-dire c'est à la fois irrésistiblement drôle et d'une cruauté totale. Donc c'est pas des pièces forcément pour le public français qui aime bien savoir si c'est drôle ou si ça l'est pas. Mais bon, en tout cas, elle avait très très bien marché aussi. Mais votre expérience à la fois du classique et du comique vous a permis de jouer des rôles très différents, parce que Mariage et conséquences, c'est le mélange des deux. Exactement, oui, oui. Oui, oui, bah, je suis rigolote et je suis sérieuse. Voilà. Aussi. Voilà. Mais en même temps, c'est pas si fréquent de faire les deux. Au départ, vous n'imaginiez pas faire les deux quand vous avez débuté ce métier. J'imaginais pas grand-chose, à vrai dire. Donc, je savais pas. Moi, en réalité, je prends ce qui vient, quoi, un peu. Alors, il y a eu le cinéma aussi. Je crois que ça commençait avec Salut l'artiste de Yves Robert. Je crois aussi, oui. Oui, c'était un tout petit rôle là-dedans. Oui, 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 c'était une quasi-figuration, mais comme c'était l'histoire d'un tournage, autant que je me souvienne, Oui. et que l'acteur principal, c'était Mastroianni, et qu'on faisait de la figuration à côté de Mastroianni, moi, j'avais l'impression que j'étais la reine du monde, hein, franchement, oui. Et il y a eu aussi Juliette et Juliette de Remo Forlani, qu'on a un peu oublié, qui a été un film aussi très particulier. Vous vous souvenez? Oui, vous avez tourné dedans. Oui, oui, oui. Le titre me dit quelque chose. Mais- Et Remo Forlani me dit quelque chose, mais je me souviens plus du tout. C'était à la fois un écrivain, Oui. un chroniqueur cinéma. Oui, oui, qui était très, très amusant, très, très flamboyant, très séduisant. Oui. Et très amoureux des chats. Il avait des chats en permanence autour de lui. Alors, il y a quand même des films à succès, et curieusement, ou bien heureusement, vous êtes toujours à l'affiche, Claire Nadeau. Il y a d'abord Une journée chez ma mère, Oui, Charlotte de Turckheim. oui, avec Charlotte de Turckheim, Oui. mais le film était de Cheminal, il s'appelait, Oui. le metteur en scène, je crois, oui. Là, c'était aussi un beau souvenir. Très bon, mais j'ai que des bons souvenirs ou pas de souvenirs. Oui. Vous voyez, les mauvais ont disparu. Et Nelly et Monsieur Arnaud, qui a quand même eu le prix Louis Deluxe, c'est très différent, ça aussi, comme film. Ah ben ça, c'est... oui. Ben ça, c'était sauté, alors. C'était Oui. quand même... Ben, ceci dit, je l'ai refusé, le film, au départ. Ah bon? Oui. Pourquoi? J'étais un peu surpris, parce qu'à un moment, il me dit, il y a une scène de piscine, ça vous dérange pas de vous mettre en maillot de bain? J'ai dit, ah bah si, alors là, non, c'est pas la peine. Je ne le fais pas. Quoi? Il dit, mais comment ça se fait? Ben, je sais pas, je veux pas me mettre en maillot de bain, puis c'est tout. Alors du coup, il est revenu à la charge, ce qui est quand même très flatteur, mais je me rendais compte de rien. Ouais. Moi, en plus. Et vous avez accepté finalement? Ben finalement, parce qu'il dit, mais il y a c'est dans 3 mois, vous avez peut-être le temps de faire je sais pas, de la musculation, de la gymnastique, enfin bon, faites quelque chose. Donc voilà. Et vous avez accepté. Oui. Et puis aussi, on connaît la chanson. Là aussi, c'est très différent. Aussi, oui, oui, ben, Alain René, oui, c'est délicieux, c'était bien. Vous passez du TNP à Collaro et à Alain René. C'est quand même... Ben oui, c'est éclectique, Voilà. comme on dit. Oui. Et ça pose pas de problème. C'est-à-dire que... Oh non, ça n'est que du bonheur. Moi, je veux dire, quand des gens de cette grandeur pensent à moi pour jouer avec eux, chez eux, devant eux, je suis emballé. Et puis, il y a eu un film très populaire dont voici la bande-annonce. Les Visiteurs 2, où vous êtes Cora de Montmirail. Oui, Alors ça, vous n'étiez pas dans le 1 et vous êtes arrivé dans le 2. oui, parce que dans le 1, il n'avait pas cette femme-là. Voilà. Elle n'existait pas. Et c'était une femme qui est une dame de la haute société Oui, et qui donne la réplique à Jean Reno. oui, absolument. Là aussi, on vous l'a proposé, c'est venu comment? Bien sûr. Non, là, je crois que j'ai passé une audition. Oui. Oui, avec clavier. Et je dis, bon, oui, pourquoi pas. Oui, oui, c'est marrant. Je commençais à prendre un petit peu d'âge. Je vais me faire passer une audition. Bon, très bien, Oui. oui, allons-y. Parce que les visiteurs, ça m'avait fait beaucoup rire. Et puis, voilà, ça s'est bien passé. Et Jean Reno, c'est un personnage hors du commun. Oui,
complètement. Quand complètement. quand il vous serre la main ou lorsqu'il vous prend dans ses bras, on a du mal à s'en sortir sans s'étouffer. Oui, il est très grand, il est très impressionnant. Et il était absolument charmant, adorable, délicieux. Oui, oui. Et comment on se met dans la peau d'un personnage ou d'un autre dans des rôles très différents? Parce que, encore une fois, de Euripide à Conrad Montmirail, il y a aussi un grand Oui, écart. on se met dans le costume, puis une fois qu'on a le costume, on a le personnage. Et les dames de la haute société, vous en avez beaucoup joué. C'est le genre de personnage. Oui, c'est bizarre. Hein. Ça vous étonne? Oui, parce que c'est pas du tout un milieu que je connais. Oui. Puis bon. Et il y a aussi une série qui a marqué les gens, c'est Kaamelott, où vous êtes l'exécrable tante d'Arthur. Oui. Comment ça aussi, c'est arrivé comment? De la même façon. Est-ce que ça vous amuserait de jouer dans Kaamelott, que je regardais et que je connaissais et qui me faisait beaucoup rire? Je dis, oh, c'est super qu'on me demande de jouer dans un truc que j'aime bien. Oui, c'était super. Et c'est vrai que Kaamelott, ça a été un immense succès. Il y a des nuits entières au Grand Rex où on projette la série complète. Oui, et il y a une chaîne, je ne sais plus laquelle, une chaîne de télé où ça passe en permanence. Oui, sur M6, c'est M6 Terre, je crois. Toutes les semaines. Oui, tout le temps. Et Alexandre Astier vit aujourd'hui en Dordogne, où il prépare 2 films en même temps. Ah bon? Et s'est retiré loin de Lyon pour être tranquille et écrire en paix. Ah oui. Mais oui, lui c'est un fou aussi, hein. C'est un dingue de travail. Il faisait tout, il écrivait, il fait la musique, la mise en scène, enfin tout quoi. Il joue. Et il fallait tenir le rythme pour jouer derrière. Oui, c'était étonnant. Et puis on pouvait trouver tout d'un coup, j'arrivais à Lyon, parce que il y a eu plusieurs périodes, mais dont une à Lyon, et je trouvais un petit mot sur la table de maquillage, des répliques qu'il avait écrites dans la nuit. Enfin bon, ça carbure. Voilà. En même temps, ça vous permet de toucher plusieurs générations, parce que les fans de Coco Boy sont pas les mêmes que ceux de Kaamelott. Et non, je vois des messieurs d'âge qui me disent oh, quand j'étais petit, je vous aimais beaucoup. Oui. Et Kaamelott sont plutôt des jeunes. Oui. Tous les jeunes, oui. Et ça vous étonne que des jeunes aujourd'hui vous disent ah c'est elle. Oui. J'en ai encore des plus petits maintenant. Ah bon? C'est-à-dire avec la mamie Suze, il y a beaucoup d'enfants qui m'aiment bien. Et puis il y a eu les séries télé comme Fais pas ci, fais pas ça. Oui. Là vous êtes encore une fois une bourgeoise, une emmerdeuse, une méchante. Oui, c'est comme ça je suis. Je sais pas pourquoi. Il y a certaines catégories de personnages où on me voit, mais c'est bien, tant mieux. Je fais la mère de Renaud Le Pic. Oui, c'est ça. Ouais. Une femme pas très aimable. Oui. Ouais, Et puis surtout il y a Mamie Suze dans les Tuches, les 4 Tuches. Voilà. Alors ça, comment c'est arrivé? Ça a été un immense succès, ça aussi. Oui, mais c'est pourquoi les succès arrivent, on ne sait pas. Hein, c'est le public qui décide. Voilà, nous on offre une petite galette et puis il la mange. Voilà, mais là vous avez en plus inventé un dialecte, je crois. Oui, il y avait pas de. Ça c'est Olivier Barou, pareil, il m'a appelé un jour, il me dit voilà, est-ce que ça vous amuserait de faire ci et ça? Mais on aimerait bien qu'elle parle, qu'elle ait un langage à elle. Alors. Imaginez un truc, donc je vais arrêter de schneck et hop, voilà. C'était quoi ce langage? C'est rien. C'est rien? Non. Sauf qu'il y avait dans le scénario, il y a des répliques qui sont écrites, qui seront les futurs sous-titres de ce que je dis. Et donc je sais ce que je dis en fait. D'accord. Je sais dans quelle intention c'est dit. C'est un peu comme Jean Chas qui faisait le charablabla en parlant aux gens, en disant n'importe quoi et les gens lui répondaient. Oui, oui. Et ça, c'est venu comme ça, une invention qui a touché les jeunes, ça a beaucoup amusé les jeunes. Ben oui. Les enfants dont vous parlez. C'est très facile à faire. C'est exactement, c'est le même principe. Oui. Et puis, il y a quand même eu Lelouch, Costa Gavras, vous avez comme une tournée avec eux aussi. Oui, Lelouch, je ne sais plus comment c'était. Et Costa Gavras aussi. Costa Gavras, oui. Comment s'appelait le film, je ne sais plus. Vous avez fait tellement. Et il y a aussi récemment Les Vieux Fourneaux. Oui. Ça aussi, c'est une... Oui, c'est très rigolo. C'était marrant, ça. J'étais avec Pierre Richard. Alors, il y avait, que j'ai pas croisé, malheureusement, c'était Eddie Mitchell et Bernard Lecoq. Mais oui, là aussi, on s'est bien amusé. Bien amusé. Christophe Duturon qui avait fait ça, oui. Et vous vous rendez compte le privilège que vous avez d'avoir fait autant de choses, Claire Nadeau? Écoutez, à mon âge avancé, c'est pas mal que j'ai fait beaucoup de choses. Oui, mais enfin, il y en a d'autres qui sont plus jeunes que vous et même plus vieux qui n'ont pas fait autant de choses. Oui,
Voilà, c'est comme ça qu'un cas, on arrive, on y arrive. Voilà, et ça continue, on en parle avec une autre date, 15 février 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Claire Nadeau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claire Nadeau. Donc on a évoqué votre parcours, toutes les pièces, tous les feuilletons, toutes les séries que vous avez jouées. Et ça continue puisque le 15 février 2023, c'est-à-dire demain, sort Juste Ciel, un film de Laurent Tira, qui a déjà réalisé un Astérix, un petit Nicolas avec beaucoup de talent. Et là, là vous êtes dans le rôle d'une bonne sœur, mais pas comme les autres. Oui. Nous sommes donc des bonnes sœurs dans un couvent, hein, comme il se doit, et avec des bonnes sœurs un peu atypiques quand même. Il y en a une qui est une ancienne motarde, l'autre qui était... Enfin bon, bref, il y a plusieurs personnages. Et moi, je joue une très, 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 très vieille bonne sœur, si vieille que personne ne se souvient depuis quand elle peut être là. Chaque personnage arrivant a dit oui, moi quand j'étais jeune, je l'ai connue, elle était déjà vieille. Enfin bon, et qui a fait vœu de silence. Ce qui m'a arrangé mais merveilleusement, parce que du coup, aucun texte à apprendre. Formidable. Et là, vraiment, je dis c'est la Rolls des rôles. J'adore ça. Alors, et en revanche, j'avais une ardoise pour écrire. Oui, voilà. Mais ça va, c'était pas... Oui, parce que j'interviens quand même. J'interviens, mais sur une ardoise, puisque le vœu de silence doit être absolument respecté. Ouais, bah c'est un peu comme Harpo Marx, qui ne parle pas dans les films des Marx Brothers. D'ailleurs, il s'appelait Harpo, car il jouait de la harpe dans les films. Oui. Mais ses vrais prénoms, c'était Adolphe et Arthur. Ah, donc il a changé parce qu'Adolphe, en plus à l'époque, ça faisait pas terrible. Ouais. Alors c'est un film très particulier, c'est une comédie à l'ancienne. Exactement, oui, c'est moi quand j'ai lu le scénario, ça m'a vraiment fait penser à une BD, quoi, un petit conte pour enfants rigolo, avec des bonnes sœurs un peu frappes comme ça, et c'est vraiment charmant, quoi, c'est drôle. L'histoire, en fait, il y a un EHPAD qui est en mauvais état, il faut le sauver. Et elles vont participer à une course cycliste alors qu'elles ne savent pas faire du vélo. Non, parce qu'il va y avoir un prix en argent. Oui. Et donc, voilà, aucune ne sait faire du vélo. Donc, elles sont mal barrées. Sauf que, bon, ils se disent, ça va bien faire la blague. Et puis, en fait, non, ça la fait pas du tout. Et vous avez dû faire du vélo ? Non. Non, j'ai échappé à ça. Oui, c'est-à-dire qu'on me voit partir, et comme je tombe très vite, donc je me casse plusieurs membres, hein, la jambe, le bras, etc. Donc après, je ne suis plus en vélo, mais en chaise roulante. C'est quand même un avantage, encore une fois. Oui, absolument. C'est un rôle en or. Et je crois que le metteur en scène, Laurent Tirard, vous a choisi parce qu'il était fan de vous, Claire Nadeau. Ah, ça, je sais pas. Si, il se souvenait de vous, il avait été bercé par Coco Boy, et il a absolument voulu vous avoir dans son film. Non, c'est sympa en tout cas. Ouais. Mais quand je dis que c'est un film à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est des films comme on n'en voit plus, où les gags se succèdent. Oui. Bah, oui, comment dire, il y a quand même des films comiques avec des gags qui succèdent. De moins en moins. De moins en moins. Oui. Je sais pas. Mais en tout cas, celui-là, oui, fonctionne vraiment bien, quoi. C'est vraiment drôle. Et les religieuses, ça fait bien sûr penser à Louis de Funès, à la fois dans La Grande Vadrouille et dans Les Gendarmes. Oui, absolument. Alors justement, quand on a vu les costumes, qui sont par ailleurs très jolis, on dit, mais on n'a pas les grandes cornettes comme dans les films. Oh ben non, parce que vraiment, là, ça se fait plus du tout. Bon, dommage. Et encore une fois, c'est un film... Vous avez tout joué sauf des religieuses. C'est jamais arrivé des religieuses dans votre carrière. Non, c'est la première. Oui, la première nonne. Oui. Et en même temps, ça s'est tourné, je crois, dans le Jura. Oui. Des mois. Ça s'est tourné dans le Jura, donc c'était il y a 2 ans, oui, c'est ça, il y a 2 ans. Un endroit merveilleux, c'est merveilleux. On était toutes extasiées. C'est rare quand on n'est pas originaire du Jura qu'on y passe ses vacances. Oui. Là, on dit mais c'est magnifique comme région, c'est absolument sublime. C'était très beau, il a fait un temps divin. On était très bien traités, on était dans un très bel hôtel sur un très beau golf. En confinement, donc entre nous, c'était idéal. Oui, car c'était le confinement et vous avez pu tourner pendant le confinement. Oui. C'est rare, ça, chose. Avec toutes les contraintes, c'est-à-dire avec les tests, avec ci, avec là, avec tout, oui. Et le restaurant était fermé. Le restaurant était fermé, donc on dînait dans les chambres les unes des autres, on gloussait. Et vous amusiez beaucoup. Beaucoup. Et alors ça veut dire aussi que vous avez des partenaires que vous connaissiez, dont Valérie Bonneton. Oui, Valérie. Donc j'avais eu le plaisir d'être sa belle-mère dans Fais pas ci, fais pas ça. Oui. Mais
Oui, on se connaissait. Il y a Camille Chamou que j'étais allé voir plusieurs fois sur scène, qui est absolument merveilleuse. Et qui est une amie de votre fille, je Qui crois. est une amie de ma fille, oui. Elles se connaissent bien. Il y a Guylaine Londaise, qui est une actrice, mais merveilleuse, que je connaissais pas personnellement avant, mais là, on a appris. On avait le même goût pour le même champagne, ça rapproche. Oui. Et puis Louise Malek, qui est une jeune comédienne très prometteuse, et Sitze Babette Knudsen, qui est Madame Borgen, qui est l'actrice de la série danoise merveilleuse Borgen, Voilà. qui fait la bonne sœur concurrente. Alors justement, quand des bonnes sœurs sur tout ça ou une troupe, quand on se connaît pas, c'est pas évident au départ. Ça peut prendre, ça peut ne pas prendre. Oui. Là, ça a bien pris, hein. Oui. Oui, oui. Vous amusiez beaucoup. Beaucoup, oui, oui. Et en même temps, il y avait des mimiques, car vous ne parlez pas, mais vous multipliez les mimiques dans ce film. Ben oui, mais c'est un petit peu mon défaut, ça, par contre. Ah bon ? Oui, je fais un petit peu des grimaces. Mais bon. Pourquoi c'est un défaut ? Parce que, je sais pas, au cinéma, c'est mieux d'être... D'avoir le masque. oui, d'être mystérieux. Mais de Funès, lui, a fait sa carrière, non pas sur des grimaces, il détestait le mot, mais sur des mimiques. Oui. Bon, il n'y a qu'à dire, alors. Vous n'avez jamais travaillé avec Louis de Funès ? Non, jamais. Vous n'avez jamais croisé non plus ? Non plus. Non. Parce que vous aviez le même profil de folie au départ. Ah bon ? Oui. Avec ce que vous avez fait à la télévision, Oh là là. il y avait bon. des gags qui auraient parfaitement pu être adaptés par de Funès. Alors, Je suis flatté. est-ce qu'il a fallu improviser ou tout était réglé d'avance comme Dans le film ? Oui. Non, c'était très bien préparé. Non, il n'y a pas eu d'improvisation particulièrement notable, je crois pas. Et c'est un film donc construit comme une BD. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que on le mettrait en dessin, on suit parfaitement l'histoire. Enfin, c'est souvent le cas des films qui ont des storyboards, mais là, c'est particulièrement comique, quoi. Vraiment, c'est un comic strip, oui, voilà. C'est pour ça que Laurent Tirard a déjà l'expérience d'un Astérix et d'un Lucky Luke. Oui. Et ça veut dire aussi que des femmes ensemble, on est au-delà de la parité. Je crois que 98% des actrices sont dans ce film. C'est extraordinaire. Oui, il y a il pratiquement pas d'hommes. y a un homme, oui. Il y en a deux. Il y en a un, François Morel. Oui. Est-ce qu'il y en a un autre ? Oui, forcément. Oui, il y a Henri Guibet Oui. qui est venu. Il y en a quelques-uns quand même. Mais non, dites des histoires de bonnes sœurs. Comme c'est normal qu'on soit largement Majoritaire. Oui, majoritaire. mais c'est rare quand même. Oui. Et encore une fois, c'est un film de comédie. Et aujourd'hui, la comédie, c'est de plus en plus important dans notre société. C'est-à-dire qu'on a envie de rire de plus en plus. Je crois, oui. Je pense que c'est de tout temps, hein, tout le monde a envie de rigoler, mais là, sortant quand même de périodes un petit peu difficiles et entrant dans une nouvelle période un peu difficile, peut-être aller au cinéma pour se détendre, c'est pas une mauvaise idée. Alors, quand on a des rôles comme ça, il faut les préparer à l'avance ou ça vient spontanément ? Je dois avouer que je suis très paresseuse, je ne prépare pas. C'est-à-dire oui, je fais sur le motif, comme on dit. Et vous avez, dans ce film, vous avez le sentiment de revenir en enfance car le couvent vous a attiré quand vous étiez jeune, Claire Nadeau. Entre autres. Racontez-moi ça. Entre autres, c'est-à-dire que j'étais tellement timide et coincé que je me disais, quand on est dans une institution genre à l'hôpital ou en prison ou au couvent, on décide de rien, on est là, tranquille, les gens vous apportent à manger et puis on dort à l'abri. Et vous y avez songé ? Je disais que c'était des projets de vie qui n'étaient pas complètement idiots. Oui. Oui. Puis finalement, non. Vous êtes passé à autre chose. Oui. Mais vous étiez tellement timide quand vous étiez enfant. Comment ça se fait ? Je sais pas. C'est pas votre père, l'influence familiale ? Non, je crois que c'est un tempérament. Hein, Et on dit aussi à propos de ce film Juste Ciel que vous ne semblez pas avoir d'âge, ce qui vous convient très bien. Oui. Oui, c'est bien, intemporel. Voilà. Parce qu'en général, on dit qu'une actrice, après 40 ans, ne peut plus tourner. Ça n'a pas été votre cas. J'aurais arrêté depuis longtemps. Oui. Mais c'est une légende ou c'est un miracle ? Mais ça dépend dans quel... je veux dire, ce que les gens ont projeté sur vous. Si c'est des jeunes premières très séduisantes ou même des femmes qui ont des rôles de séductrices, évidemment, à partir d'un certain âge, c'est moins plausible. Parce qu'à part Fanny Ardant dans les Jeunes Amants, on n'y croit pas trop, quoi.
Donc non, c'est bien. Moi, j'ai jamais fait les grandes amoureuses, donc. Ouais, vous avez d'autres tranquille. personnages, tranquille. Et puis en même temps, donc vous êtes au Théâtre Marigny avec la reprise de Joyeuse Pâques, qui était une pièce de Jean Poiret de 82 que vous avez peut-être vue à sa création. Non, je l'ai pas vu à la création. Je l'ai vu dans une des reprises qui était celle avec Pierre Arditi et Caroline Siol et Barbara Schultz. Oui. Il y a eu au départ Jean Poiret, il a joué avec Maria Pacôme Oui. et Françoise Fabian ensuite, Ouais. et ensuite Marie Laforêt a repris le rôle alors, avec Sophie Marceau. D'ailleurs, les deux s'entendaient pas du tout Ah bon en coulisses. Voilà. Ah bon? Oui. Et Joyeuse Pâques, c'est une pièce totalement délirante. C'était, je crois, juste après La Cage aux Folles, et c'est l'histoire d'un homme qui veut partir. Qui se piège tout seul. Voilà. Oui, moi ça me fait vraiment penser à du Feydeau contemporain, quoi, où il y a un type qui se prend les pieds dans le tapis, qui dit une bêtise, un mensonge, et puis qui est tellement prisonnier du mensonge que sa femme fait semblant de croire, que du coup il est embringué dans une histoire dont il n'arrive plus à se dépêtrer, quoi. Et là, ça fait partie aussi des pièces classiques, parce que moi, je me souviens de Poiret à sa création. C'était juste après La Cage aux Folles, qui avait été un triomphe qu'il n'imaginait même pas. Oui. Il avait très peur de cette pièce. Oui, bah, j'imagine, quand on fait un triomphe, on a peur que derrière ce soit moins. Et apparemment, elle traverse les années, cette pièce-là aussi. Donc, Bien sûr. Et Poiret était un angoissé permanent. oui. Vous l'avez connu? Oui, moi j'ai joué avec lui. Dans quoi? Dans Rumeur, Oui. au Palais Royal, mis en scène par Mondi. C'était une pièce de Neil Simon. Oui, très, très, très angoissé, oui. Très coléreux, très angoissé, très drôle. En même temps, il était angoissé d'écrire, angoissé de jouer. Oui. Puis après, il faisait des grands dîners pour se remettre de tout ça. Et il mangeait beaucoup trop, ce qui lui a coûté la vie à 65 ans. Ouais. Et donc, quand on reprend des rôles, est-ce qu'on adapte à aujourd'hui, ou est-ce qu'on joue ça comme un classique? Alors, le parti pris de Nicolas Briançon, c'est de laisser à l'époque, c'est-à-dire dans les années 80, pas noter plus que ça, mais il l'a pas modernisé, c'est-à-dire il n'y a pas de téléphone portable alors qu'il y a des coups de téléphone, il n'y a pas de... Enfin bon, il consulte un annuaire pour voir le train, ce qui ne se fait plus du tout, mais on garde ça, quoi, voilà. Et en même temps, c'est le retour à la tradition du théâtre ce soir. Vous avez participé au théâtre ce soir quelquefois? Une Non? fois, oui. Une seule fois? Oui. Sur 417 pièces? Il y a très très longtemps. Oui. On ne sait même plus dans quelle pièce. Je crois que c'était un Guitry. Oui. Un Guitry où je devais attendre pour dire ma petite phrase. J'étais en scène sur un divan, me semble-t-il. Hein, je crois que je me suis endormi. Ah bon? Oui. Réveillé en sursaut. Où suis-je? Qu'est-ce que se passe? Oui. C'est arrivé à Robert Dalban un jour, comédien bien connu dans Les Tontons Flingueurs, qui est sur scène avec Robert Hossein. Il a bien déjeuné, et je crois que c'est Jésus comme spectacle. Alors, il s'endort et il se réveille et il demande la carte pour le menu suivant. Je pense qu'on a baissé le rideau ce jour-là. En tout cas, vous êtes très occupé entre Joyeuse Pâques, la sortie de ce film et d'autres choses. Oui. Vous n'arrêterez jamais. Seule la mort en décidera, j'imagine. Enfin, ou le désamour des metteurs en scène et du public. Et comment on fait pour rester aussi jeune et pour rester aussi joyeuse telle que vous êtes, Claire Nadeau? Je ne sais pas, vous me flattez vraiment. Ben, on fait comme on peut. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on laisse la vie vous traverser avec bonheur, voilà. Eh ben, vous en avez eu des bonheurs et vous les mesurez, ces bonheurs. Ah oui, complètement, oui. Et vous en aurez d'autres parce que vous avez encore plein de projets. Oui. J'ai des projets avec ma fille qui a une mini-série sur la 5. Zoé. Oui, Zoé, ma fille Zoé, qui s'appelle J'étais à ça et je joue sa mère. En plus. Donc c'est super. Voilà, un rôle de composition. De composition complet. En attendant, je pense que nombreux seront les spectatrices et spectateurs qui riront avec Juste Ciel. Oui. Et puis ensuite, ils se précipiteront pour vous retrouver à Marigny. Voilà. Tous les soirs, c'est ça? Vous avez aimé le film, vous irez voir la pièce. Et réciproquement. Merci Claire Nadeau. À bientôt et continuez comme ça. Merci Jacques Pessis. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.